journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce 12h30, la question sécuritaire dans la région des Savanes et les élections législatives évoquées samedi dernier en Conseil des ministres. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État fort Essazimna Nyasingbe. Les marchés publics, comment mieux archiver vos documents? Le sujet préoccupe l'ARCOP. L'institution a échangé hier avec ses agents sur les méthodes d'archivage. Vous êtes agriculteur, vous avez votre champ de riz, de maïs, d'igname. C'est possible de prendre une assurance pour vos différentes productions. C'est le sujet que nous évoquons ce mardi dans la page économique. Du sport football, la D2 nationale entame dès demain, mercredi, sa 4e journée avec 4 matchs. Radiolomé.tg. C'était là le sommaire, voici le journal. Le Conseil des ministres s'est réuni samedi dernier sous la présidence du chef de l'État, Faure Essazimna Nyasingbe. Entre autres sujets abordés, la question sécuritaire dans la région des Savanes et les élections législatives. Le compte rendu de la réunion avec la porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kwigan. Au titre des projets de loi, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi organique déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence en République togolaise. Les pouvoirs publics disposent généralement de divers mécanismes leur permettant d'étendre leur pouvoir d'action pour faire face aux situations de crise. Ainsi, dans notre pays, la Constitution du 14 octobre 1992 prévoit 2 régimes de crise que sont l'état de siège et l'état d'urgence. L'état de siège est un régime restrictif de liberté publique applicable en cas de menace étrangère ou d'insurrection. Il autorise de façon temporaire l'accroissement du contenu des pouvoirs ordinaires de police, la possibilité d'un dessaisissement des autorités civiles au profit des autorités militaires, ainsi que l'élargissement de la compétence des tribunaux militaires. L'état d'urgence est le régime applicable lorsqu'il y a un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou d'événements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Il prévoit toujours à titre temporaire, le renforcement des pouvoirs confiés à l'autorité administrative pour garantir la sécurité et l'ordre public et la limitation proportionnée de l'exercice de certaines libertés publiques. Conformément à la Constitution, c'est une loi organique qui fixe les conditions de mise en œuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence. C'est dans cette optique qu'est adopté le projet de loi organique déterminant les conditions de mise en œuvre de l'état de siège et de l'état d'urgence en République togolaise, qui permettent au gouvernement de disposer d'un cadre légal pour la prise de mesures efficaces et contrôlées, comme celles rendues nécessaires dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et la mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions relatives à l'état de siège pour faire face notamment aux risques sécuritaires. En effet, la situation sécuritaire dans la sous-région est marquée ces dernières années par l'apparition et l'intensification des attaques menées par des groupes terroristes et extrémistes violents dans les pays du Sahel. À ces nouvelles menaces s'ajoutent des catastrophes naturelles et des crises de toutes sortes. Ce projet de loi organique procure donc les moyens nécessaires à l'administration pour faire face à ces défis tout en assurant un juste équilibre entre la préservation des libertés publiques et individuelles et la sauvegarde de la paix, de la sécurité, ainsi que la protection de la santé publique et de l'ordre constitutionnel. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi organique modifiant la loi organique numéro
2019-024 du 26 décembre 2019 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. La mise en application de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social en vue de l'opérationnalisation de cette institution de la République a révélé quelques insuffisances, notamment relatives à la pertinence des dispositions concernant la désignation des membres, leur répartition par secteur d'activité et leur mode de rémunération. Dans le but de remédier aux difficultés d'application qui en résultent, le présent projet de loi précise les attributions du Conseil économique et social, actualise le mode de désignation et les secteurs de provenance de ses membres, incluant le public, le privé et la société civile, et détermine les modalités de fixation de leurs indemnités. L'adoption de la loi organique modifiant la loi organique numéro 2019-024 du 26 décembre 2019 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social permettra à notre pays de rendre le Conseil économique et social opérationnel en procédant à la désignation de ses membres. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une première communication relative à l'audit du fichier électoral de 2023 pour l'organisation des élections régionales et législatives, présentée par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. L'audit externe, effectué du 20 au 27 octobre 2023 par une équipe d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie, a conclu que le fichier électoral de 2023, contenant 4 203 711 électeurs inscrits, dont 2 262 396 femmes, soit 53,82%, et 1 941 315 hommes, soit 46,18%, est suffisamment fiable pour permettre la tenue des prochaines élections régionales et législatives dans des conditions de confiance. La proportion des électeurs inscrits au fichier représente 51,9% de la population togolaise dénombrée par le recensement général de la population et de l'habitat de 2022. Il appartient désormais à la Commission électorale nationale indépendante de proposer un chronogramme pour l'organisation des élections régionales et législatives. Le Conseil des ministres a écouté une deuxième communication relative à la situation sécuritaire nationale présentée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. La situation sécuritaire sur le plan national est tributaire du contexte régional fortement marqué par la persistance du terrorisme et de l'extrémisme violent et la volonté manifeste des groupes armés d'étendre leur zone d'influence au-delà du Sahel, notamment vers les pays du Golfe de Guinée. On note depuis 2016 l'intensification et la multiplication des attaques dans plusieurs pays. Au Togo, la première attaque terroriste à Sanloaga dans la préfecture de Kpendial en novembre 2021 a été suivie de plusieurs incursions et incidents dans la région des Savanes. Au cours de cette année 2023, notre pays a connu une attaque par embuscade, 11 accrochages avec les groupes armés terroristes, 9 explosions d'engins explosifs improvisés et 20 découvertes et neutralisations d'engins explosifs improvisés. Durant la même période, nous déplorons 31 morts, dont 11 civils, 29 blessés et 3 disparus. Ainsi, notre pays a, le 23 novembre 2023, renforcé le cadre réglementaire de mise en œuvre du programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés qui permettra d'étendre à l'ensemble du territoire national l'approche globale et holistique précédemment mise en œuvre dans la région des Savanes. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d'organiser les prochaines élections
au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024, en tenant compte de la persistance des défis sécuritaires pour garantir à tous, candidats, électeurs et citoyens, la sécurité nécessaire sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Lomé, le 25 novembre 2023, le Conseil des ministres. Juste après la réunion du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Yawa Kwigan, était face à la presse. Elle est revenue sur certains projets examinés. La Constitution du 14 octobre 1992 avait prévu et réglementé l'état d'urgence et l'état de siège et avait indiqué que ce seraient des textes organiques qui en préciseraient les modalités de déclenchement, de mise en œuvre. Qui dit urgence mentionne un caractère totalement imprévisible. Vous savez que ça ne prévient pas. Et lorsque vous avez l'impression d'avoir tout bordé, tout cadré, il survient des aléas qui démontent tous les pronostics. Et donc, dans le cadre du Togo, déjà en 2019, donc avant la pandémie, il y avait eu une certaine évolution au niveau de la révision du texte constitutionnel. Et en 2020, il y a eu donc cette ordonnance du 3 octobre 2020 qui a permis de prendre les mesures idoines pour faire face à la situation d'état d'urgence sanitaire qu'imposait la pandémie de Covid-19. Je crois donc que s'il y a quelque chose à faire à ce stade, c'est saluer le fait que le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement aient su réagir à temps et aient instruit donc pour que ce cadre réglementaire soit mis en place. Et ça nous permet aujourd'hui de nous fonder sur les réussites de cette période et également sur les recommandations de la Cour constitutionnelle pour transformer ce cadre réglementaire en un texte législatif de portée appropriée aux prévisions de la Constitution. Madame le ministre de la Communication et des Médias est également revenue sur la fiabilité du fichier électoral contesté par certains partis politiques de l'opposition. Le Togo devait renouveler la représentation nationale avant la fin de l'année en cours. Et vous le savez, l'idéal, c'est que cette régularité calendaire soit tenue. Mais vous savez également que toute vérité a besoin d'être mise en contexte. Et quand vous ramenez la question dans le contexte togolais, vous repensez à la concertation nationale des acteurs politiques, vous repensez au cadre permanent de concertation et vous repensez à un certain nombre de propositions que ce cadre a faites et qui ont été reprises dans la mise en œuvre du processus électoral. Parmi ces propositions, vous trouvez la nécessité de conduire un audit externe du fichier électoral. Cet audit externe a donc été conduit par une institution internationale, en l'occurrence l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, dans cet esprit d'entretenir le consensus et la concertation, la mise en œuvre de ces propositions faites dans le cadre permanent de concertation a entraîné un certain nombre de décalages qui, en s'ajoutant à quelques retards dans le chronogramme de la CENI, induisent donc que, de façon mécanique, à la fin de l'année 2023, le Togo ne puisse pas organiser les élections législatives telles que c'était prévu. Mais la bonne nouvelle, c'est donc que ce fichier électoral a désormais fait l'objet de l'audit externe demandé, qu'il a donné ses résultats et qu'il n'y a donc plus qu'à faire en sorte que la CENI, sans tarder, propose un nouveau chronogramme pour que les élections régionales et législatives puissent se tenir. La lecture que le gouvernement en fait, c'est que les acteurs politiques ont la liberté, et elle doit être respectée, de se prononcer sur le processus électoral et d'en donner leur opinion. Ce que je puis dire, et dont vous conviendrez avec moi, c'est que l'Organisation internationale de la francophonie n'en est pas à son premier exercice d'audit du fichier électoral, et ça, ni au Togo, ni dans d'autres pays. Et une fois que vous avez dit ça, il faut donc rappeler également et insister sur le fait que la mission qui a été confiée à l'OIF, c'était d'auditer un résultat. Le fichier électoral est le résultat du recensement électoral. L'OIF est donc venu pour faire l'audit du fichier et pas pour se prononcer sur les conditions du recensement. Il vous souviendra d'ailleurs qu'en son temps, le gouvernement réuni en Conseil des ministres avait regretté les difficultés au démarrage du recensement.
Il s'en était suivi que des jours supplémentaires avaient été ajoutés au chronogramme initial pour permettre au plus grand nombre de nos concitoyens en âge de voter de s'inscrire, ce qui a donc été fait. Ces résultats doivent aussi, me semble-t-il, être appréciés à l'aune de la proportion du corps électoral par rapport à la population togolaise. Nous l'avons dit, 51,9% est un taux bien supérieur à la moyenne que nous pouvons observer dans la région, cette moyenne qui va généralement de 25% à 45%, et il me semble que nous devons nous en réjouir en tant que Togolais. En tout état de cause, l'OIF, en auditant le fichier électoral, a également formulé des recommandations qui seront prises très au sérieux pour leur mise en œuvre, de telle sorte que, en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante, ces recommandations puissent servir à continuer d'améliorer le processus électoral dans son ensemble pour l'avenir. Vous êtes à l'écoute de Radio Lomé à l'heure du journal. La suite à ce mardi des débats contradictoires tenus vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Les élus du peuple ont écouté certains membres du gouvernement et de la Cour des comptes concernant la gestion des fonds Covid. L'extrait d'aujourd'hui porte sur les stocks de riz. Je prends le cas de riz dont vous avez fait cas. La Cour des comptes dit quoi? Effectivement, l'État a acheté du riz. Mais comment l'acquisition du riz a été faite? Est-ce que nous avons respecté les procédures en matière de finances publiques ou d'acquisition? C'est de ça qu'il s'agit. Merci, dame du gouvernement. Vous voulez prendre la parole? Oui, allez-y, monsieur le ministre. Merci, madame. Vous avez parlé de l'opération riz. Ça a beaucoup défrayé la chronique. Là où l'échange avec la Cour aurait pu être vraiment utile pour économiser les énergies de nos concitoyens. Les éléments sont là, hein, mais ce qui a manqué, qui a donné des interprétations, c'est que le rapport a été purement que technique. Vous, quand vous prenez, vous comprenez. Moi, quand je lis, je comprends. Par exemple, sur l'opération riz, je dis. Est-ce que le riz a été réceptionné? Oui. Le riz est arrivé par un navire le 1er septembre 2020. Et selon la procédure de dédouanement, la prise dans le système Sidonia a été faite. C'est électronique, ce n'est pas manuel, pour constater que les 31 500 tonnes de riz sont arrivées. Eh bien, vous suivrez un extrait un peu plus détaillé de ce débat en fin d'édition. Mieux archiver les papiers des marchés publics, l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP a partagé avec les responsables des marchés publics les bonnes pratiques de conservation des documents issus de la gestion des marchés publics. Haftar Touré-Morou, directeur général de l'ARCOP. L'archivage est important parce qu'il permet à vous, acteurs de la passation des marchés publics, de protéger vos droits en étant capable de produire des évidences, des documents à valeur probante. Sans cet archivage, il est difficile de vous donner raison sur un certain nombre de faits issus de vos pratiques. L'archivage reflète en temps réel l'activité de vos organisations et ces archives fournissent une vision directe sur des événements passés. La gestion des archives est un problème récurrent pour la quasi-totalité des entreprises. Aossi Langezihe, expert en marché public, précise l'intérêt de la conservation des documents. Pour archiver, nous partons du mobilier de bureau, des étagères de rangement dans une salle bien dédiée. Ensuite, l'archiviste récupère les documents pour chaque étape. Le marché de travaux sera archivé par la procédure elle-même. S'il s'agit d'un appel d'offres, la personne dédiée à l'archivage va prévoir le mode de passation qui a été choisi, la source de financement et toute information utile sera alors inscrite sur une boîte d'archives et dans le contenu même de cette boîte d'archives, nous aurons chaque procédure, à savoir l'étape de lancement de la procédure elle-même et toute la documentation qui va avec le dossier. Nous vous l'annoncions en titre aujourd'hui l'économie. Dans notre rubrique du jour, Léontine Atogima nous parle des assurances dans le secteur agricole. Ils sont rares, ces agriculteurs qui assurent leur production contre d'éventuels sinistres. Des initiatives se multiplient pour converger tous les agriculteurs autour de cet idéal. La finance inclusive joue un rôle dans l'atteinte de cet objectif. Les producteurs agricoles ne sont pas exclus de la finance inclusive.
Elle met à leur disposition des produits d'assurance pour souscription. Assurés, ils pourront être indemnisés en cas de sinistre. Adoti Akue, acteur de l'assurance agricole, promoteur de la finance inclusive. Une assurance qui va intervenir pour indemniser le producteur lorsque, suite à une sécheresse ou à un excès de pluie, il n'est plus en mesure de rembourser son crédit. Il est endetté. Il y a beaucoup de drames qui se produisent, des drames sociaux. Les gens déménagent, quittent carrément leur village pour éviter le recouvrement des institutions de microfinance. Donc ce produit protège le bénéficiaire qui est le producteur. Et il sait qu'au moins, s'il y a un coup dur, il y a une assurance quelque part qui est là pour venir compenser sa perte et pouvoir lui permettre d'honorer ses engagements vis-à-vis des institutions financières. C'est un salut pour l'humanité que la finance inclusive s'occupe des besoins agricoles selon Fauchi Laura, directrice exécutive de ADA, appui au développement autonome. La finance inclusive, quand elle s'occupe de financer l'agriculture, elle répond à un besoin concret. Et surtout, elle est un moyen aussi pour donner des réponses dans les cadres de la sécurité alimentaire, dans les cadres du développement durable. Toutes les initiatives qui sont mises aujourd'hui en route, pouvoir garantir une assurance agricole, pour pouvoir garantir donc faire une gestion du risque environnemental selon différents volets. Donc celui du développement durable, de faire face aux aléas climatiques, ou sinon offrir vraiment une potentialité de développement aux populations agricoles. Face au changement climatique, avec des intempéries qui surviennent sans prévenir, souscrire à une police d'assurance serait un atout pour les producteurs agricoles. Merci à vous, Léontine Atogima. Un mot en sport, la D2 nationale entame sa 4e journée. Demain, mercredi, 4 matchs sont au programme. 3 à Lomé et 1 à Womé. De leur côté, les éperviers dames jouent contre la Tanzanie ce jeudi. Ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Et puis l'information insolite pour terminer, imaginez que vous rentrez chez vous après une rude journée et vous retrouvez un inconnu dans votre lit. Eh bien, c'est la mauvaise surprise qu'a eu un habitant d'une commune en France. En rentrant chez lui samedi dernier, il découvre un intrus confortablement installé dans son lit en pleine grasse matinée. Le squatteur, probablement entré par la porte arrière de la maison, a été interpellé par la police et placé en garde à vue. Il est poursuivi pour violation de domicile, dégradation de biens privés et détention de résine de cannabis. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres, la question sécuritaire dans la région des Savanes et les élections législatives évoquées samedi dernier en Conseil des ministres. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État Fort et Sazina Nyasingbe. Les marchés publics, comment mieux archiver vos documents? Eh bien, le sujet préoccupe l'ARCOP. L'institution a échangé hier avec ses agents sur les méthodes d'archivage. Vous êtes agriculteur, vous avez votre champ de riz, de maïs, d'igname. C'est possible de prendre une assurance pour vos différentes productions. C'est le sujet que nous avons évoqué dans la rubrique page économique. Et puis sport, football, la D2 nationale entame dès demain sa 4e journée avec 4 matchs. La Cour n'a pas fait des investigations qui puissent lui permettre de dire qu'il y a détournement ou qu'il y a méconnaissance des textes. Donc cela veut dire que pour dire qu'il y a eu détournement ou qu'il y a eu méconnaissance des textes, il faut aller beaucoup plus loin. Mais nous affirmons que conformément aux textes, nous sommes convenus que dans le cadre de la lutte contre Covid-19, voici les tests que nous devons mettre en pratique. Et que si nous constatons que nous n'avons pas respecté, nous disons clairement. Je prends le cas de riz dont vous avez fait cas. Il faut lire clairement l'observation de la Cour des comptes. La Cour des comptes dit quoi? Effectivement, l'État a acheté du riz. Mais comment l'acquisition du riz a été faite? Est-ce que nous avons respecté les procédures en matière de finances publiques ou d'acquisition? C'est de ça qu'il s'agit. La Cour a constaté qu'il n'y a pas un bon de commande. On ne peut pas, pour une dépense de plus de 8 milliards de francs CFA, ne pas avoir un document de base qui dit que nous commandons à telle structure de nous livrer du riz.
avec telle qualité, telle quantité. La Cour n'a pas vu ce document. La Cour n'a pas vu également que effectivement le riz est arrivé au pays et qu'il y a eu des PV de réception dont la Cour dit que on n'a pas respecté la procédure. La Cour a constaté tout simplement que on a adressé des factures à l'État et que l'État a procédé au paiement. Donc il y a des cas de non-conformité. C'est tout ce que la Cour a relevé. Messieurs, dames du gouvernement, vous voulez prendre la parole? Oui, allez-y, monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. J'ai écouté attentivement la Cour. Vous avez parlé de l'opération RI. Ça a beaucoup défrayé la chronique. Là où l'échange avec la Cour aurait pu être vraiment utile pour économiser les énergies de nos concitoyens sur un débat qui n'en est pas. Les éléments sont là, hein, mais ce qui a manqué et qui a donné des interprétations, c'est que le rapport a été purement que technique. Vous, quand vous prenez, vous comprenez. Moi, quand je lis, je comprends. Par exemple, sur l'opération RI, je dis. Je ne parle pas des observations qui sont faites. Hein. Je parle du mécanisme. Parce que, au final, qu'est-ce que les gens ont retenu? 8 milliards et quelques, comme si les 8 milliards 369 millions 287 300 francs avaient été mis à la disposition du ministre du Commerce. Aujourd'hui, ministre d'État chargé de l'urbanisme. À l'époque, ministre du Commerce. Tel que c'est présenté et les tableaux, en fait, c'est les fonds mis à disposition au profit de chaque ministère. Peut-être que vous aviez l'intention de publier, y compris les observations. Ça aurait pu être un peu plus, peut-être, pédagogique. Là, je le dis sans chose. Pour la population. Ce que c'est d'expliquer le mécanisme. Les insuffisances, oui. Parce que tout de suite, j'ai entendu les gens dire, mais le riz là est où? Mais on n'a pas vu le riz. Certains ont dit même que le riz là serait même dans le garage. Si vous allez voir dans le garage des ministres, que ce riz là doit être là-bas. Mais vous imaginez, le riz c'est 31 000, c'est ça? 500 tonnes. Vous savez, la provision qu'on a faite, c'est une provision pour 1 an, si mes souvenirs, j'avais confondu l'autre fois, je disais 6 mois. Parce que, en réalité, moi, je luttais pour 6 mois renouvelables et on est allé sur 1 an. C'est un mécanisme où le président de la République, se préoccupant du fait que tout est mis sous cloche et qu'aucun bateau et aucun navire n'arrivait plus au port, a dit comment est-ce qu'on va faire pour les céréales, pour le riz. La question était, monsieur le ministre du Commerce, quel est l'état des stocks pour survivre pendant combien de temps? Il me semble que, si mes souvenirs étaient exacts, l'évaluation qui était faite, grosso modo, quand il avait dit 2 à 3, on lui a dit d'aller faire, le président avait instruit, d'aller rencontrer les importateurs pour savoir quel est le niveau du stock chez chacun. Évaluer la production nationale, c'est combien? Et à partir de ce moment, la quantité qu'il aura déterminée sur le terrain, y compris la production nationale, combien de temps nous pouvons survivre s'il y a toujours ce problème de logistique où les bateaux, où le monde est mis sous cloche. L'évaluation a été faite par le ministre. On va devoir faire l'effort pour trouver de l'argent, pour préfinancer. Alors, le mécanisme qui était mis en place, c'est quoi? C'est que l'État, ayant réuni les importateurs qui ont déclaré leur incapacité à pouvoir eux-mêmes pouvoir trouver du riz, trouver des bateaux, de toute façon le monde était sous cloche, l'État a dit, ok, nous allons, le pouvoir régalien, à travers les partenaires, le gouvernement, a pu identifier un stock de riz auprès de Olam, qui lui-même est spécialisé justement dans les commodités. Le mécanisme, c'est qu'on commande le riz, donc c'est une avance de trésorerie, et les importateurs viennent enlever directement au port en payant dans un compte du trésor à l'UTB. Vous avez vu ce compte, puisque dans le rapport, vous avez reconstitué le montant des paiements. À la page 17, vous avez mis ministère du Commerce, achat de riz, 8 milliards 726 839 749 millions. Le fournisseur a envoyé une facture pro forma qui est dans le rapport, mais qui est devenu un bon de commande au sens du commerce international. Je vais vous référer, pas au sens de nos textes. Vous avez regardé nos textes, mais je voudrais qu'on s'ouvre et qu'on ouvre notre horizon. Nous, on a pris en compte. Je dis, il y a quelque chose de positif dans ce rapport.
Ça va nous permettre de mettre à jour aussi nos textes et nos procédures. La facture dans les règles de commerce international, on vous adresse, les partenaires sont ici. Et même localement, si vous allez vers CIFAO pour acheter une voiture individuellement, on va vous faire une facture pro forma et on vous met quelque part bon pour accord. On vous met toutes les spécifications et le prix et la modalité et le compte de paiement. Et si vous êtes d'accord, il y a un côté en bas, vous mettez bon pour accord, vous signez et ça vaut bon de commande. Les règles de commerce international, c'est ça et je vous réfère aux règles et usances relatives au commerce international de la Chambre de commerce international qui prévaut en matière de commerce international de commande. Ça, c'est la première chose. Et je comprends. C'est pourquoi je dis, la Cour a examiné en voyant nos procédures et ce que c'est qu'un marché chez nous ou un bon de commande. Or, c'est les règles. Et déjà, il y a une équipe qui est en train de travailler là-dessus pour la prise en compte des règles et usances relatives au commerce international de la Chambre de commerce international qui est au-dessus. C'est ça qui prime. Ce n'est ni la loi du fournisseur, ni la loi du client. C'est les règles et usances relatives au commerce international de la Chambre de commerce. C'est ça qu'on applique. Comme on l'a dit, c'est pour éclairer l'Assemblée et la population. D'accord, merci. Le paiement a été fait à la BCEAO et la Cour l'a indiqué dans son rapport. Mais seulement, c'est un annexe qu'ils ont mis, sans avoir dit vraiment quelque chose de clair là-dessus en termes rédactionnels, pour expliquer le mécanisme que l'État a mis en place et le paiement, avant peut-être de dire, bon, dans la procédure, le bon de commande qui a été présenté à eux et ils ne l'acceptent pas parce que nos procédures ne les prévoient pas. C'était ça. Et nous comprenons. Pour le riz, je pense que, est-ce que vous avez encore autre chose à dire après tout ce que le ministre a dit? Ok, donc allez-y. D'accord. Merci, Madame la Présidente de la Commission. Je crois que le ministre des Finances a été en profondeur de tout ce qui devrait être su par rapport à la commande du riz. Mais il y a un dernier élément. Est-ce que le riz a été réceptionné? Oui. Le riz est arrivé par un navire le 1er septembre 2020. Le navire MV Atlantis Discovery, arrivé au port et selon la procédure de dédouanement, la prise dans le système Sidonia a été faite. C'est électronique, ce n'est pas manuel, pour constater que les 31 500 tonnes de riz sont arrivées. Alors, les formalités de dédouanement ont été également assurées sur la base des 6 connaissements et des 6 factures fournisseurs qui sont dans le document que nous avons à notre disposition, que nous pourrons, Madame la Présidente de la mission, transmettre aux honorables membres de la Cour des comptes. Également, le riz pour les formalités de dédouanement, ces formalités ont été assurées par le groupe Bolloré, logistique, transport. Je ne voudrais pas revenir sur, disons, le confinement, la difficulté d'ailleurs à trouver le manutentionnaire de poids qui devrait être en mesure de traiter cette cargaison de 31 500 tonnes de riz. C'était difficile, mais nous avions pu réussir à l'époque. 6 déclarations en douane ont été également levées. Avec le niveau de digitalisation des process au port autonome de Lomé et sur la plupart de nos frontières, vous ne pouvez pas sortir une marchandise sans la soumettre aux formalités de dédouanement. Parce que ça reste dans le système et à tout moment, un contrôle après dédouanement pourra le révéler. L'élément que je voudrais également ajouter, c'est ce que nous appelons l'établissement de l'état différentiel. Donc le pointage, le vu à quai, c'est des opérations techniques qui se font pour s'assurer que les 31 500 tonnes de riz sont arrivées sur Lomé et déchargées. Nous avions, à travers le groupe logistique Bolloré, pris un expert qui a établi tous les bordereaux de réception de ce riz. Donc nous avons tous ces documents avec nous. Nous devons saluer la grande anticipation du chef de l'État. À l'époque où tout le monde se cachait parce qu'on ne voulait pas mourir. Cette anticipation nous a permis de mettre en œuvre la politique des 3 R dont parle souvent mon collègue, monsieur le ministre de l'économie et des finances. Il fallait aller à la riposte, il faut la résilience, il faut la relance. Je terminerai en disant que la stratégie mise en place a permis à ce riz de se retrouver un peu partout jusqu'à Saint-Cassé. Et ça a baissé les prix de tous les riz. Tout juste quand ce riz a été déversé sur le territoire national, eh bien, nous sommes descendus à 270 francs le kilo, bien sûr. Ça, c'est grâce à ce stock de riz qui a été injecté dans le stock national.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg